Donc maintenant, on va parler des types d'apprentissage. Donc, il y a une grande famille d'algorithmes d'apprentissage, puis il y a différentes catégories de types d'apprentissage auxquelles on va s'intéresser là, dans la session, dans le cours. Donc, il y a premièrement 3 grandes familles de types d'apprentissage, des types de problèmes d'apprentissage qu'on peut essayer de résoudre. Le premier qu'on va surtout regarder, c'est celui de l'apprentissage supervisé. Quand on parle d'apprentissage supervisé, il y a une cible, qui sont les T ici, à prédire. Okay? Donc, dans mes données d'entraînement qui me sont fournies, si je fais de l'apprentissage supervisé, c'est que dans mes données d'entraînement, j'ai une entrée avec la réponse désirée, ce que je veux que mon modèle me donne en sortie. Okay? Et j'ai ça pour tous mes exemples. Maintenant, on va voir quelques algorithmes aussi d'apprentissage non supervisé. Et lorsqu'on parle d'apprentissage non supervisé, c'est que la cible qu'on veut que notre programme, notre modèle nous donne en sortie n'est pas spécifiée d'avance. Donc là, c'est un peu à l'algorithme à déterminer c'est quoi la structure intéressante dans ces données-là que je pourrais extraire puis mettre disponible à l'utilisateur. Donc dans ce cas-ci, mon ensemble d'entraînement D peut être différent. Ça va être seulement mes entrées x1 jusqu'à x n majuscule. Et il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Il y en a peut-être parmi vous qui avaient vu ça précédemment, mais ça, on ne va pas couvrir ça dans ce cours-ci. On va vraiment se concentrer dans la majeure partie du cours sur l'apprentissage supervisé, puis on va faire aussi également un petit peu d'apprentissage non supervisé vers la fin. Maintenant, dans ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, dans cette grande famille de types d'apprentissage, on va distinguer, entre autres, 2 problèmes auxquels on fait souvent face. Il y a le problème de classification. La reconnaissance de caractère dont on a parlé précédemment, c'est un exemple de problème de classification. Et là, dans ce cas-ci, la cible, ça va être en fait l'information sur à quelle classe appartient mon entrée. Et spécifiquement, on va la coder avec un indice. Donc, T va appartenir à un ensemble des entiers de 1 jusqu'à grand K majuscule. K majuscule, ici, c'est juste le nombre de classes. Donc, si je fais de la reconnaissance de caractères et que le nombre de caractères possibles, c'est 10, de 0 jusqu'à 9, bien dans ce cas-ci, K serait égal à 10. Okay? Puis pour différents problèmes, un nombre de classes qui va varier. Spécifiquement, les problèmes de classification auxquels on va s'intéresser vont souvent avoir la structure suivante, donc comme la reconnaissance de caractères. X, ça va être un vecteur. Okay? Donc, l'information sur mon entrée va être contenue sous la forme d'un vecteur. Et puis T, ça va être un scalaire. Et pour le problème de reconnaissance de caractères, ben, X, c'est un vecteur qui contient toutes les intensités des pixels de l'image que j'ai à classifier. Puis T, ben, c'est l'entier qui correspond à l'identité du caractère. Okay? Donc, ce que j'aurais à faire, c'est j'ai la classe que je notais apostrophe 0 pour la classe qui correspond au caractère 0, apostrophe 1 pour la classe 1, et ainsi de suite. Mais là, je pourrais dire, OK, ben, à cette classe-là, je vais associer, je vais m'attendre à ce que la cible soit égale à 1. Si c'est la classe qui correspond au caractère 1, ben, T va être égal à 2, et ainsi de suite. Okay? Donc, l'ordre, en fait, n'est pas vraiment important. C'est juste une façon d'encoder l'information sur l'identité des classes. Et on va supposer que c'est toujours un entier de 1 jusqu'à grand K. Un autre type de problème auquel on va s'intéresser, c'est les problèmes de régression. Et là, essentiellement, tout ce qui va changer, c'est que la cible, plutôt que d'être un entier qui correspond à une classe, ça va être, ou une catégorie, ça va être en fait un nombre réel, T, qui va appartenir au réel. Donc, un exemple de problème comme ça pourrait être d'essayer de prédire la valeur d'une action à la bourse. Donc, si je voulais faire mesurer ou suivre le cours de la bourse pour faire des transactions informées à partir d'un modèle informatique qui essaierait de faire des prédictions justement de la valeur des bourses, d'une action spécifique. Dans ce cas-ci, X, ça pourrait être, encore une fois, ça va être un vecteur qui va contenir l'information sur peut-être l'activité économique de la journée ou des X dernières journées, de l'activité économique qui est pertinente pour essayer de prédire la valeur d'une action. Et puis T, ce serait carrément la valeur, peut-être en dollars, là, de l'action en question à laquelle je m'intéresse. Okay. Une autre note sur la notation. X, vous voyez qu'il est en gras. Donc, c'est du Time News Roman en gras. Quand c'est gras, c'est parce que c'est un vecteur ou une matrice. Donc, c'est vraiment quelque chose qui représente plusieurs chiffres, finalement. Donc, un tableau, soit sous la forme d'un vecteur ou une matrice. Quand ça va être un vecteur, ça va être typiquement une lettre minuscule. Quand ça va être une matrice, ça va être une lettre majuscule, mais elle va toujours être en gras. Puis quand c'est en italique, bien là, on parle d'un scalaire.
C'est pour ça qu'ici, T n'est pas en gras, il est plutôt en italique, c'est parce qu'on parle d'un seul scalaire. Okay. Donc ça va être utile parce que vous allez voir au fur et à mesure de la notation, mais la distinction peut être importante pour bien la comprendre. Et puis on va essayer là, de respecter ça là, tout le long des diapositives, puis c'est ce qui est utilisé aussi dans le livre du cours. Donc ça, c'est pour l'apprentissage supervisé. On a la classification pour la régression. Si on fait de l'apprentissage non supervisé maintenant, bien, comme je vous disais, là, il n'y a pas de cible dans mes ensembles d'entraînement. Un exemple de problème d'apprentissage non supervisé, c'est ce qu'on appelle le clustering en anglais ou le partitionnement de données. Donc, imaginons que j'ai un ensemble où j'ai des images de caractères, puis seulement les 5 et les 6 pour simplifier. Bien, faire du clustering, dans ce cas-ci, ça pourrait être d'essayer de séparer sans que je dise que ça, c'est un 6. Donc, ici, le T serait égal à la classe qui correspond à 6. Puis 5, ici, ce serait le T qui correspond à la classe 5. Donc, sans spécifier ça a priori, d'avoir un algorithme qui est capable de prendre ces données-là et puis finalement de donner une fonction qui, si je lui passe un exemple, elle va être capable de me dire est-ce que ça appartient à la classe des 5 ou à la classe des 6. Sans même que j'ai précisé qu'il y a des 5 et des 6. Puis, cette image-là, c'est un 5, cette image-là, c'est un 6, cette image-là, c'est un 5. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du clustering. La visualisation de données, c'est aussi un exemple d'apprentissage non supervisé. Donc, imaginons que j'ai des données où les vecteurs X sont en très haute dimension. Donc, si j'ai une image, puis que chaque élément dans mon vecteur, c'est un pixel, à ce moment-ci, effectivement, si j'ai plusieurs milliers de pixels dans mon image, mais mon vecteur X est en très, très haute dimension, la même dimensionnalité que le nombre de pixels. Et ça, c'est pas possible de visualiser ça, par exemple, en 2 dimensions. Okay? Mais si j'ai une nouvelle donnée, puis que je vais avoir un peu une idée de ce qu'elles contiennent, ça peut être pratique de faire une visualisation en 2 dimensions. Donc, un problème d'apprentissage non supervisé, c'est de prendre toutes ces données-là, puis de trouver une façon, finalement, de les compresser en 2 dimensions. Comme on voit ici, ça, c'est l'exemple d'un algorithme qui est exécuté sur des données. On a des images de visages synthétiques qui étaient générées par un programme graphique. Et dans ce cas-ci, on voit que l'algorithme a réussi à illustrer que dans ces données-là, j'ai essentiellement le même visage, mais quand je varie sur un axe, ce qui change, c'est l'orientation du visage, soit de la gauche vers la droite ou de la caméra qui filme finalement le visage du haut vers le bas. Okay? Donc, avoir un algorithme d'apprentissage qui fait ça. Dans ce cas-ci, on n'a pas l'information sur le fait que les visages respectent différents angles en fonction de la position par rapport à la caméra. Puis l'algorithme a réussi à apprendre ça automatiquement à partir des données. Et peut-être la forme la plus générale d'apprentissage non supervisé, c'est ce qu'on appelle l'estimation de densité. Donc l'estimation de densité, ce à quoi ça correspond, c'est si je te fournis un ensemble de données, essaie de me retrouver c'est quoi la distribution qui a généré ces données-là. Donc, en d'autres mots, une distribution, c'est quelque chose qui définit des probabilités d'observer différentes configurations de mon vecteur X. Et ça veut dire qu'à partir d'une distribution, par exemple, je pourrais générer des nouvelles observations. Okay. Donc, faire l'estimation de densité, et on va élaborer un peu plus sur c'est quoi une loi de probabilité, faire les rappels de ça dans de prochaines diapositives. Mais une chose à laquelle ça va pouvoir être utile, c'est entre autres de générer des nouvelles données qui sont réalistes et ressemblent aux données originales qu'on a fournies dans notre ensemble d'entraînement. Donc, si j'avais un modèle probabiliste qui était capable de me générer... donc, imaginons en fait que j'ai fait de la capture des différents joints là, du corps d'une personne qui ont été captés. Et puis que la personne, pendant qu'on capte finalement cette information-là, est en train de faire une motion quelconque, par exemple courir, bien, un algorithme d'apprentissage non supervisé qui ferait de l'estimation de densité pourrait essentiellement apprendre un modèle de ces configurations-là la position des bras, et ainsi de suite, puis d'en générer des nouvelles séquences qui ressembleraient à une personne qui court dans ce cas-ci. Okay? Ça pourrait être utile pour ajouter de façon automatique, peut-être dans une animation, dans un jeu vidéo, des séquences du déplacement, dans ce cas-ci, d'une personne qui court, de façon automatisée, sans avoir à les contrôler exactement le détail de l'animation. C'est utilisé aussi pour distinguer des vraies données de fausses données. Donc, si j'ai 2 ensembles de données, donc gardez en tête l'exemple de faire de la classification de pourriels,
Et donc, j'ai un ensemble de courriels qui sont des pourriels, j'ai un ensemble de courriels qui sont des courriels valides qui m'intéressent. Je pourrais apprendre un modèle pour ce qui ressemble à des pourriels, puis un modèle qui modélise bien ce qui ressemble à des vrais courriels qui m'intéressent. Puis là, pour savoir si un nouveau courriel est pourriel ou pas, je regarderai quel modèle associe la probabilité la plus élevée à ce courriel-là. Okay? Donc, ça peut être utile pour ça. Puis, c'est aussi quelque chose qui peut être utile pour compresser des données. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le cours. Mais si j'ai une loi de probabilité sur mes observations, je peux utiliser ça pour trouver une bonne façon de compresser mes données, donc les coder de façon binaire, mais de façon compacte. Ça, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard là, dans le cours.